Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du projet expérimental et numérique. Nous allons étudier l'acquisition et l'analyse de données. Le protocole est prêt, il faut maintenant se lancer dans l'expérience. Cependant, il ne faut pas oublier votre objectif, c'est-à-dire tester l'hypothèse dans un projet expérimental et numérique. Il faudra donc utiliser des logiciels de traitement des données et vous devrez interpréter les résultats pour en tirer des conclusions. L'expérience permet donc la collecte des données. Dans le cas de capteurs, les données sont quantitatives. Ce sont des données chiffrées, résultats de mesures. Dans certains cas, vous pouvez obtenir des données qualitatives. Elles sont plutôt obtenues par un questionnaire ou lors de descriptions qui ne mettent pas en jeu de mesures. Par exemple, lorsque l'on demande à un cobaye s'il réalise du sport régulièrement ou lorsque l'on observe l'état général d'une plante. La difficulté ici est de pouvoir comparer les résultats entre eux, car la réponse peut paraître subjective. Chaque personne n'a pas la même manière d'aborder la même question. Si vous souhaitez tout de même utiliser les données qualitatives, peut-être pouvez-vous proposer, avant de démarrer l'expérience, une échelle de réponse. Quoi qu'il en soit, la collecte des données doit être soignée pour pouvoir interpréter les résultats d'expérience. Au cours de cette expérimentation, différents types de données vont donc être produites. Les résultats mesurés par les capteurs peuvent être consignés dans des tableaux. Certains résultats ou les montages peuvent être pris en photo, ce qui permet de pouvoir y revenir plus tard. Enfin, il est possible au cours de l'expérimentation de se rendre compte que le protocole n'est pas suffisamment précis sur certains points, ou bien que certaines données devraient être notées. Pour s'assurer que l'expérimentation se passe au mieux, voici une petite checklist à suivre lors de la séance d'expérimentation. Avant l'expérience, il faut préparer un tableau de données. Il peut être simple et comprendre les conditions testées en fonction des données mesurées. Reprenons notre exemple de la première vidéo, où nous cherchions à savoir si le type de sol influençait la quantité d'eau disponible pour les plantes. Dans ce cas, les conditions testées sont les différents types de sols et les données mesurées sont des volumes d'eau. Si vous avez des difficultés à produire ce tableau, dessinez un graphique que vous souhaiteriez obtenir. Il est ensuite facile de convertir ce graphique en tableau. Attention cependant, soyez précis. Il faut noter les unités, si mon volume est mesuré en millilitres par exemple. Si vous ne le notez pas immédiatement, peu de chances de s'en souvenir plusieurs semaines après. Lorsque vous recevez le matériel, vérifiez les fiches de sécurité ou fiches techniques. Lorsque l'expérience est prête à être lancée, prenez une photo ou réalisez un schéma de votre montage. Si votre expérience met en jeu une mesure dans le temps, n'oubliez pas de noter l'heure de démarrage de l'expérience. Lorsque vous testez plusieurs conditions, prenez garde à bien lancer le témoin en même temps que les autres conditions. Au cours de l'expérience, si vous observez des éléments intéressants, vous pouvez prendre des photos, mais n'oubliez pas de les annoter. Il faut savoir quelle condition est prise pour quelle photo. Si vous avez plusieurs plantes avec des conditions différentes, aucune chance de se rappeler de quelle plante correspond à quelle condition dans plusieurs semaines. Utilisez une feuille de brouillon que vous placez à proximité de l'objet observé. Vous pouvez également mettre une règle sur la photo. Elle peut jouer un rôle d'échelle. Enfin, après l'expérience, gardez quelques minutes pour noter vos remarques. Ces éléments seront peut-être essentiels au moment de l'analyse critique des résultats. Pour communiquer vos résultats, les graphiques sont des outils de premier choix. Ils donnent une vue synthétique des données obtenues et permettent de rapidement passer aux interprétations. Plusieurs types de graphiques peuvent être utilisés. Par exemple, l'histogramme permet de comparer des données, par exemple des moyennes. On utilisera les calculs de moyenne et d'écart type. Les nuages de points sont eux plutôt utiles pour observer un phénomène au cours du temps ou prévoir une corrélation entre deux types de données. Enfin, le camembert est intéressant pour donner des proportions. Il nécessite le calcul de pourcentage. Alors attention à ce que les légendes soient bien complètes et que les axes soient clairement identifiés avec les unités. Bien sûr, il existe d'autres manières d'organiser les données, mais l'objectif n'est pas de faire original, mais plutôt de se servir du graphique comme d'un outil de communication. Il doit donc être facile à lire et mettre en évidence les points importants de l'analyse des résultats. C'est un outil parfait pour confirmer
ou rejeter votre hypothèse. Sur un outil comme LibreOffice Calc, il est possible de rapidement produire des graphiques à partir de données arrangées sous la forme d'un tableau. Il est aussi aisé de réaliser des calculs, par exemple les calculs de moyenne et d'écart-type. Voici un exemple à partir d'un tableau déjà correctement rempli. Il s'agit d'écrire la formule égale moyenne, ouvrir la parenthèse et ajouter l'ensemble des cellules concernées par le calcul. On procède de la même manière pour le calcul de l'écart-type. On peut étendre le calcul à plusieurs lignes pour gagner du temps. Il est également possible de réaliser des graphiques et d'insérer des barres d'erreur qui décrivent l'écart-type. Regardons ceci de plus près. Insérer un diagramme. On choisit ensuite le type de diagramme. N'oubliez pas de double-cliquer pour pouvoir éditer le graphique. On peut ensuite modifier les termes de chaque barre de histogramme. Et en réalisant un clic droit sur les barres, on peut ajouter ici des barres d'erreur pour le Y. Ils ont déjà été calculés dans une plage de cellules. On les ajoute. On peut enfin vérifier des corrélations entre deux types de données. Dans notre cas, on se limitera aux corrélations linéaires, c'est-à-dire on recherche une droite sur laquelle s'aligne un maximum de points. On réalise une insertion de diagramme sous la forme d'un nuage de points. On n'oublie pas d'annoter les axes du graphique. L'axe des ordonnées étant la hauteur en millimètres. Et ensuite, on sélectionne les données, clic droit sur les données, et on ajoute « Calculer une tendance ». Notre tendance sera linéaire. On obtient donc l'équation d'une droite. Et le R carré est également le coefficient de corrélation, c'est-à-dire à quel point mes points s'alignent sur cette droite. Lorsque la corrélation est bonne, lorsqu'il y a une forte corrélation entre les deux données, c'est-à-dire hauteur en millimètres et temps en jour, le R carré serait proche de 0,99. Ici, le R carré est relativement faible pour indiquer une réelle corrélation mathématique. Nos résultats obtenus puis mis en forme, il faut maintenant passer à l'analyse des résultats. Pour ce faire, revenons à un exemple concret qui propose de comprendre en quoi le type de sol influence-t-il l'arrosage des cultures. Notre protocole nous proposait de comparer trois conditions différentes, c'est-à-dire trois types de sols différents, et de mesurer un paramètre, ou une grandeur, c'est-à-dire le volume d'eau. Si l'hypothèse est vraie, je m'attends à ce que cette grandeur mesurée varie en fonction des conditions. Comme pour chaque analyse de graphique en sciences, je peux d'abord décrire ce que j'observe. Sur le graphique, nous observons que pour les trois types de sols différents, bien que le volume d'arrosage soit le même, le volume d'eau ruisselée est différent. On en déduit donc que le sol n'a pas les mêmes propriétés vis-à-vis de l'eau. Cette expérience nous permet-elle de valider ou rejeter l'hypothèse? Eh bien, c'est pas si simple de répondre. En effet, mon hypothèse ne parlait pas d'eau ruisselée ou d'eau infiltrée, mais plutôt d'eau disponible pour les plantes. Deux étapes sont donc essentielles à ce stade. Il s'agit tout d'abord de comprendre s'il existe une relation entre la quantité d'eau infiltrée dans le sol et la quantité d'eau disponible pour une plante. Pour ce faire, je peux alors compléter mes recherches bibliographiques. Attention, dans le cas de questions aussi précises, et pour éviter de se noyer dans les détails, il peut être nécessaire de demander de l'aide et de se limiter aux ouvrages du CDI. Dans mon cas, je vais rechercher un ouvrage au CDI sur le développement des plantes et rechercher un chapitre sur le sol ou sur l'eau dans les plantes. Le deuxième réflexe doit être une réflexion sur le protocole. Il est normal que la réalisation de l'expérience et l'analyse des résultats amènent à questionner le protocole. On peut désormais se dire qu'il aurait été riche de proposer une nouvelle expérience en ajoutant des plantes. On peut donc
critiquer le protocole et proposer d'autres expériences pour compléter les recherches. L'analyse critique des résultats d'expérience est un quotidien pour les chercheurs, mais peut être un passage difficile dans le projet expérimental et numérique. Il est nécessaire de se poser des questions que l'on n'a pas souvent l'habitude de se poser car il s'agit en partie de remettre en question le raisonnement. Voici quelques exemples de questions que vous pouvez tester sur votre propre projet. Dans le cas de l'analyse des résultats, on peut se demander si les résultats obtenus sont ceux qui étaient attendus. Observe-t-on des surprises? Par exemple, dans ce graphique, une donnée, au jour 3, questionne. Elle ne doit pas être retirée de l'analyse de graphique. Mais on peut se poser la question, comment expliquer cette valeur? Est-ce un résultat réel ou bien est-ce une erreur de mesure? Un autre paramètre, parfois, peut expliquer les différences observées. C'est le cas de variabilité entre les individus ou diversité intraspécifique vue en secondes. Si l'expérience devait être reproduite, les mêmes résultats seraient-ils obtenus? Et sinon, pourquoi? Il est également possible que ce questionnement permette la critique du protocole. Au cours de l'expérience, on peut se rendre compte qu'il aurait été intéressant de mesurer tel ou tel paramètre, ou d'ajouter une autre condition. Parfois, dans le protocole, on mesure un paramètre, mais derrière la condition se cachent deux éléments. Par exemple, l'eau infiltrée ne dépend pas que du type de sol, mais aussi de la température de la pièce. Si je n'ai pas fait les expériences en même temps pour chaque sol, je ne peux pas déterminer si la température explique les variations observées ou si c'est bien le type de sol qui explique les variations observées. Enfin, on peut questionner la valeur du témoin. Permet-il réellement de comparer les différentes conditions? Nous venons donc de mettre en lumière différents éléments critiques de la démarche. Par exemple, en SVT, on travaille sur le vivant, et la variabilité entre les individus explique que l'on répète la même expérience sur plusieurs individus, soit un grand nombre d'individus différents, soit des individus les plus proches possibles. De même, la vitesse d'un phénomène, si c'est un phénomène rapide ou bien au contraire lent, explique la fréquence des mesures. Si je souhaite mesurer l'eau ruisselée, il faut que j'attende plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Si je mesure au bout de 15 minutes, il est possible que mes résultats soient faussés. Lorsque l'on utilise un capteur ou un appareil de mesure, il faut savoir que celui-ci donne rarement des valeurs parfaitement exactes, mais plutôt une valeur comprise dans un intervalle qui définit l'erreur, que l'on appelle également incertitude de mesure. Cette erreur de mesure explique pourquoi, si on mesure avec 10 thermomètres différents la température d'une salle, il est possible de ne pas avoir exactement le même résultat. Enfin, on peut prendre en considération le biais de confusion, c'est-à-dire lorsque l'on mesure une seule grandeur qui peut être le résultat de plusieurs phénomènes différents. Il est généralement lié au fait que l'on ne sache pas tout. Mais on peut mettre en évidence au cours de l'expérience ce biais. C'est le cas par exemple de l'eau évaporée en fonction de la température dans notre expérience précédente. C'est pour cette raison que l'expérience est généralement répétée plusieurs fois avant publication des résultats scientifiques. Maintenant, c'est à vous de réaliser vos expériences et de faire preuve d'esprit critique. À bientôt!